Donc nous sommes à Singria, en plein centre du Sri Lanka, où se trouve l'ancien palais du roi Kasyapa, un roi qui habitait tout en haut de cette montagne pour se protéger des ennemis. Donc voilà, nous sommes en tout cas très heureux de pouvoir vous partager cette aventure autour du oud. Nous allons vous montrer absolument toutes les étapes du choix des arbres dans la forêt, de la coupe des arbres, de la distillation, de l'extraction, de la macération. On va tout vous montrer. Merci beaucoup. La particularité de ce merveilleux pays qu'est le Sri Lanka, c'est ses forêts, ses jungles, comme vous pouvez constater à perte de vue. Et c'est ici qu'on trouve le Gerinops yala. Alors c'est une sorte de oud endémique au Sri Lanka, c'est-à-dire qu'on ne la retrouve nulle part ailleurs. Le oud est exploité ici que depuis 20 ans, donc il y a énormément d'arbres Gerinops yala dans ces forêts que vous pouvez admirer ici avec ce panorama exceptionnel. سيجريا هذا جبل يشبه بالأسد الناعم ولذا يسمى هذا الجبل سيجريا. هذا اسم الملك اسمه بناها هذا الجبل كاسيابان. وكان يسكن فوق صح؟ نعم وهو يسكن في فوق الجبل. إذا نزل العمال والخدم ينزلون به. وأحيانا ينزل مع معاونة عمال. العمال نعم. طيب. On appelle le Sri Lanka la perle de l'Inde. C'est une île très proche de l'Inde, mais c'est une île dans l'océan Indien. Ce pays est exceptionnel, il est d'une richesse absolue. Il y a énormément de plantes, de fleurs, d'épices, de pierres précieuses, toutes sortes de fruits. Il y a vraiment une nature qui est vraiment luxuriante. Luxuriante dans le sens premier du mot. C'est vraiment abondant. En fait, ce pays qui regorge d'une nature exceptionnelle, mais aussi une terre abondamment arrosée. Là, comme vous pouvez constater, on est en période de mousson, donc il pleut énormément. Et c'est ce qui donne aussi au oud sri-lankais cette particularité et ces facettes qui lui sont uniques. En fait, Ceylan, peu de gens le savent, mais ça vient de l'arabe. En fait, qui veut dire Ceylan, Ceylan en arabe, c'est-à-dire le ruissellement. Parce que c'est le pays où il y a énormément de ruisseaux, de cascades, et les Arabes l'ont appelé Ceylan, ça a donné Ceylan, puis maintenant Sri Lanka. En fait, on ne peut pas venir au Sri Lanka sans parler du thé, forcément. Le fameux thé de Ceylan, parce que c'est le premier cultivateur de thé au monde. Et le thé, c'est une note utilisée largement en parfumerie moderne. Depuis quelques années, le thé c'est à la mode. Et ici, on a un des meilleurs thés au monde, enfin un des meilleurs thés du Sri Lanka, parce que c'est la région de Nurawa Eila. Et c'est ici que se trouve le meilleur thé du Sri Lanka. Donc on les voit retirer les feuilles de thé. Et après, il y a tout un processus pour que l'odeur se diffuse justement. Alors ici, vous voyez, il y a des cimetières en plein milieu de la plantation. Alors c'est les cimetières de certaines personnes qui demandent et qui veulent être enterrées dans le champ de thé dans lequel elles ont travaillé une grande partie de leur vie. Alors c'est des chrétiens parce que, on le verra après, mais c'est les Anglais qui ont développé le thé ici et ils ont ramené les employés d'Inde. En fait, toutes les personnes, les petites mains qui récoltent le thé, ce sont les Anglais qui les ont ramenés d'Inde et ils les ont christianisés en fait. This plantation, 1940, started by Britishers. They came to this area, they started planting in this area. Then 1921, they built this factory, they started manufacturing. In Sri Lanka, we produce 3 weather condition tea. The high ground, the mid ground and low ground. Yeah. The high ground tea is the best tea. In this area, the rain falls a lot. It's best tea, maybe that reason. So you can see there is a lot of trees around here. These trees from Australia, this we call Grevillea. This one we call Eucalyptus. This brought from India to here. These trees grow very fast. The roots go into very deep. So that reason they protect the mountains, grab the roots by
without any landslide. Even though there is a lot of disaster you might see in the road, there's a lot of landslides. There is a process we call that fermentation, that is the oxidation process. We crush this one in the machine and leave it for 3 hours like that. This flavor gets in the fermentation process. Normally you don't get any flavor, but this is very bitter taste. You can eat it. You just eat Good, it. nice. Alors ici on a le processus donc de fermentation, donc de séchage et de fermentation des feuilles de thé. Et là l'odeur elle est incroyable, là ça sent vraiment le thé. Ça sent vraiment le thé. Et ouais, et en fait l'odeur du thé se développe pleinement avec la fermentation. Les feuilles de thé au début ne sont absolument rien. C'est vraiment quand elles sèchent que tous les arômes se diffusent et on a une odeur particulièrement intéressante. Et le thé, c'est beaucoup utilisé dans la parfumerie moderne pour apporter une touche un petit peu herbacée, propre. Vous savez, un peu le rôle du musc, mais avec une dimension un peu herbacée. Et c'est ça qui est intéressant dans le thé. Et là, on a vraiment une odeur de thé incroyable. After fermentation process, it's now 40% dry. There is a 60% moisture there. Vraiment le bon thé, quoi. Un thé. Ouais, c'est un thé, mais vraiment particulier. Hein. Il y a des facettes de jasmin, il y a vraiment des facettes florales, un peu mentholées aussi. Ah, il est incroyable ça, subhanallah, c'est mashallah. Alors là on voit le thé qui est séché vraiment au feu de bois. Je pense que c'est ça qui lui donne son odeur particulière. Et la machine date de l'Empire britannique, donc elle est très ancienne, je pense qu'elle a plus de 100 ans. Notre venue ici au Sri Lanka, elle est très importante. Le Sri Lanka c'est un pays très particulier, avec une histoire très riche, très ancienne. Le but principal de cette venue, c'est vraiment pour l'exploitation du bois d'agar, du oud. C'est pas n'importe quel oud, c'est un oud qui est endémique, c'est-à-dire que c'est un oud qui pousse exclusivement au Sri Lanka. Tous les ouds dans le monde entier, que ce soit le oud indien, le oud indonésien, en passant par le oud vietnamien, cambodgien, le oud trad, font partie de la famille Aquilaria. Le oud du Sri Lanka fait partie de la famille des Guerinops. Donc c'est vraiment une matière première qu'on utilise en parfumerie, exceptionnelle parce qu'elle est endémique et on ne la retrouve que ici. Il y a naturellement plus de 200 notes olfactives dans le oud. Il y a 200 facettes, c'est-à-dire que c'est un bois très profond, mais qui en même temps regorge de facettes diverses et variées. Et parfois même, ces facettes sont en opposition. On peut avoir une facette, une base très boisée, très profonde, avec une facette qui sera camphrée, qui sera mentholée, qui sera très florale. Tout dépend de l'origine du oud. Et ce qui est exceptionnel et magnifique, c'est que chaque région et parfois même chaque forêt nous donne un oud qui est quasiment unique. C'est-à-dire, et puis chaque arbre d'ailleurs, on peut avoir une extraction de oud qui va donner des facettes qui ne seront pas forcément dans l'autre extraction. Ça va rester globalement et très largement le même, mais il y aura vraiment des petites nuances très légères pour les nez aiguisés qui vont savoir reconnaître justement ces nuances, qui fait que le oud c'est un parfum exceptionnel. D'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que dans un hadith sahih relaté par Bukhari, il nous explique que la fumigation du oud est la meilleure des fumigations. Là, on fait une petite pause parce qu'on a marché depuis au moins 2 heures. On a envoyé Panhan, notre collaborateur qui travaille ici dans la plantation pour nous. On l'a envoyé un petit peu pour voir où est-ce qu'on peut accéder à des arbres de oud. On n'exploite pas le oud en plantation. La marque Saad El-Hachemi est propriétaire terrienne d'une partie de la forêt. Et en fait, là, on cherche un arbre justement à oud. Donc c'est assez complexe parce qu'il n'y a pas vraiment de plantation. Il y a énormément de oud dans cette forêt. Mais quand on exploite le oud, on envoie nos collaborateurs chercher dans la forêt le oud. Là, pour le coup, je suis venu pour voir un petit peu. Mais là, du coup, on cherche comme eux le oud, en fait. Et c'est pour ça que, voilà, c'est pas une plantation ordonnée, comme on pourrait croire.
des arbres alignés, etc. Il y a énormément d'arbres dans cette forêt. Et les arbres à oud, il n'y en a pas tellement que ça. Il y en a, mais ils sont vraiment dispersés, finalement. Et en fait, il faut un peu les chercher. Bon, lui, il sait à peu près où est-ce qu'ils sont. Mais c'est quand même assez compliqué, hein, vraiment. Bon, alors ici, il y a un arbre à oud qu'on a découpé pour l'emmener dans notre exploitation. Vous voyez, toutes les taches brunes de oud là qu'on voit ici. Ici, donc on a le fameux bois d'agar, le Guerinops yala, donc qui est endémique au Sri Lanka. C'est du oud qu'on retrouve exclusivement ici au Sri Lanka. Et alors on peut voir, hein, regardez, tous les morceaux de bois imbibés d'huile. Et alors la particularité et la complexité du travail, c'est que par exemple ici, il y avait un arbre à oud ici, mais cet arbre par exemple, c'est pas un arbre à oud. Dans le secteur là, il n'y avait qu'un arbre qu'on a découpé pour l'exploiter. C'est-à-dire que c'est très compliqué. Quand c'est en plantation, c'est beaucoup plus simple, mais quand c'est dans la forêt comme ça, on doit vraiment aller les chercher. Mais ça donne vraiment une qualité exceptionnelle à notre oud parce que c'est un oud totalement naturel et totalement sauvage. Et ça, actuellement, c'est extrêmement rare. Il vient d'enlever un morceau. Alors ça, c'est exceptionnel. Alors ça, si on le met sur un encensoir, ça va donner une odeur de fou. Il y a une concentration extrême. Regardez la concentration d'huile dans ce petit copeau. Ça, c'est exceptionnel, ça. Vous voyez, c'est les endroits infectés finalement par le oud. On va vous montrer, vous voyez, tout ce qui est noir ici, et bien là, c'est les endroits infectés où il y a le oud. Donc dans ce tronc là, dans ce petit tronc, il y en a quand même pas mal. Il y en a quand même pas mal. Et comme vous voyez, c'est pas une plantation, on est vraiment totalement dans la jungle, quoi. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Enfin, on s'en rend pas forcément compte, mais le oud est largement exploité en plantation. Là, on est directement dans l'arbre, hein, vous voyez. Toutes ces parties-là, il n'y a absolument pas de oud. C'est-à-dire que ça, si on distille, il n'y a pas d'huile. Et si on met en encens, si on met sur un charbon, il n'y aura pas de fumée odorante. Il y aura une fumée de bois. Ce sera vraiment une fumée de bois. Vous voyez. Ce qui est intéressant, c'est les zones où il y a le oud. C'est à l'intérieur. Et c'est là tout le processus qu'on vous a montré tout à l'heure. Ici, par exemple, ce morceau qu'on va découper, ça, c'est gorgé de oud. Ça, c'est vraiment gorgé de oud. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ici une attaque. Quelle qu'elle soit, hein, peut-être des insectes ou voilà, une attaque extérieure qui a fait que la sève s'est condensée ici et on a vraiment un bois très chargé en huile de oud ici. Oh. Il fait très chaud, très humide. Bon, il y a énormément d'insectes, donc on a une petite solution qu'on applique pour pas se faire manger littéralement. Il y a une légende qui est relatée d'ailleurs dans certains textes islamiques. Il y a par exemple Ibn Battuta qui est un géographe du Moyen-Âge maghrébin qui vient du Maroc et qui a parcouru un petit peu le monde et qui est venu ici au Sri Lanka et il relate dans son recueil que le Sri Lanka est une terre bénie. Pourquoi? Parce que Adam serait descendu ici quand il a été chassé du paradis. Dans le Saint-Coran, l'histoire de Adam nous est racontée. Donc Adam, quand il a mangé du fruit défendu, sa nudité a été dévoilée et il s'est caché avec des feuilles du paradis. Et on raconte que quand Adam est descendu, il est descendu ici au Sri Lanka, c'est relaté par certains savants musulmans, et les feuilles du paradis seraient descendues avec lui, et c'est pour ça que ce pays est extrêmement riche, extrêmement luxuriant en végétaux, et aussi en animaux. Il y a énormément d'animaux, il y a des panthères, il y a des ours. C'est un pays vraiment, vraiment, vraiment très riche. Oh non, mais on dit qu'il y a une panthère. Sauf donc blague à part, j'aurais fait une petite blague en leur faisant croire qu'il y avait une panthère, mais effectivement, il faut savoir que le Sri Lanka, c'est le pays qui compte la plus grosse densité de panthères au monde. Donc voilà, il y a énormément de panthères ici. Alors il existe ici au Sri Lanka le pic d'Adam, Adam's Peak, et tout autour du pic d'Adam, il y a la forêt de Adam. Il y a une particularité, c'est qu'en haut du pic, au sommet, il existe les traces de pieds du prophète Adam alayhi salam. Encore une fois, il n'y a pas vraiment de source stricte et sûre, mais c'est relaté et c'est reconnu, notamment aussi par les chrétiens qui vont visiter ce site. Les musulmans également vont visiter ce site. Le pic d'Adam, c'est un lieu de pèlerinage donc pour les musulmans et pour les chrétiens qui reconnaissent que Adam est descendu sur cette montagne. Bon, alors on est ici dans la forêt de Adam. La forêt de Adam, c'est une forêt très particulière
Parce qu'on raconte que le prophète Adam alayhi salam, le prophète Adam, notre père à tous, serait descendu du paradis ici au Sri Lanka. Et alors le secret de cette nature extrêmement riche, extrêmement développée ici au Sri Lanka, c'est que quand le prophète Adam a désobéi, qu'il a mangé du fruit, eh bien ses vêtements se sont enlevés et il s'est couvert sa nudité avec des feuilles du paradis. Donc on raconte que quand il est descendu ici, les feuilles du paradis sont descendues avec, et ce qui a donné à cette nature extrêmement riche et extrêmement florissante. Il y a énormément de sangsues ici. Regardez, ça c'est une sangsue, il est en train de lui... Ah, ça, chil. Vous voyez des sangsues, il y en a plein. Masha'Allah. On est ici dans une famille qui s'occupe de ce qu'on appelle de faire le tandif al-oud. En arabe, on appelle ça le nettoyage du oud. Le oud, c'est uniquement l'endroit où il y a les taches brunes. C'est là où l'arbre a développé sa sève. Et là, en fait, il nettoie les endroits de l'arbre où il n'y a pas de oud. En fait, comme vous pouvez voir, tous ces endroits-là, il n'y a pas de oud. C'est uniquement le côté sombre où il y a du oud. Donc là, vous voyez, c'est très millimétré. Il enlève vraiment couche par couche pour arriver à l'endroit où l'huile est installée dans l'arbre. Donc vraiment c'est très millimétré. Il peut rester plusieurs heures pour arriver à un copeau comme ça. Ici la dame, elle est en train de nettoyer, elle fait les finitions. Elle nettoie la fin. Alors vraiment c'est... vous voyez, elle enlève vraiment les dernières couches blanches pour arriver aux endroits sombres où se trouve le oud. Et apparemment c'est un oud de très bonne qualité parce qu'il est très noir. Donc là, en fait, il enlève le gros. Vous voyez, il enlève le gros du oud. Il est en train de nettoyer le copeau de oud. Comme je vous dis, ça peut prendre plusieurs heures et c'est vraiment des couches très fines. C'est vraiment quasiment millimètre par millimètre. Et dès qu'il arrive à un niveau où on commence à voir la noirceur du oud, dès qu'il arrive au côté sombre, la dame après finalise pour arriver vraiment aux endroits qui sont vraiment gorgés de oud. Donc là on a un gros morceau, vous voyez, donc il a gratté, donc toutes les couches blanches que vous voyez, il n'y a absolument pas de oud. Ça, si on le met en encens, il n'y aura pas d'odeur, ça sentira uniquement le bois brûlé. Le oud, comme on peut constater, c'est uniquement les zones où l'arbre a développé sa sève. Donc là on a un gros morceau, on peut bien voir le travail. Donc venez voir à l'intérieur, donc vous voyez, c'est un travail très millimétré, et dès qu'il arrive aux tâches, il s'arrête, parce que c'est là où il y a du oud. Là il a mis un truc il a mis une espèce de protection pour pas se blesser parce que c'est extrêmement tranchant. Et alors pour arriver à tailler un morceau comme ça, il lui faut à peu près un jour et demi. C'est un travail très fastidieux. Alors ici on a la phase après le tandif, donc après le nettoyage du oud, après cette longue et fastidieuse opération de nettoyer vraiment millimètre par millimètre le bois pour arriver à la zone où l'arbre a développé sa sève de protection qui est l'agaroud, le oud en question. Donc celui-là, ce copeau, donc il a mis à peu près 2 jours à le tailler, à le nettoyer. Donc c'est un travail vraiment très fastidieux, d'où sa valeur. C'est pour ça que le oud, c'est un des facteurs aussi de ce pourquoi le oud coûte très cher. Et ce copeau, par exemple, est destiné au bukhur, c'est-à-dire que c'est destiné aux fumigations d'encens. Et on a par exemple ces copeaux-là. Ça, ce sont des copeaux qui sont aussi utilisés. Ils sont aussi pas mal chargés en oud, mais pas taillés ou très peu taillés parce qu'ils sont destinés à l'extraction d'huile. Donc voilà l'huile. Donc ce type de copeau est destiné à l'extraction pour l'huile, donc qu'on utilise en parfumerie. Dans les pays du Moyen-Orient, dans les pays du Golfe, beaucoup l'utilisent pur et mélangé à des notes dans les parfums. Donc c'est ce type de copeau qui est utilisé. Moins bien taillé, un peu plus grossier, vous voyez. Alors ici on a vraiment un grade exceptionnel de oud. Il est vraiment très chargé en huile. Dites-vous qu'on est passé de ça à ça. Donc on voit vraiment la charge d'huile de oud à l'intérieur. Vraiment, carrément, il est luisant. Vous voyez, ça c'est un des grades les plus supérieurs qui existent dans le oud. Et on voit encore les résidus du champignon qui a agressé l'arbre et donc après il s'est défendu en produisant l'huile de oud. Donc ces copeaux qui sont destinés à l'huile, alors on les broie pour en faire des résidus comme ça, vraiment très fins.
qu'ensuite on fait tremper dans l'eau. Alors ici on est sur un processus très très important parce que c'est ici que tout va se décider. Alors le oud animalique comme on l'entend en Occident avec une odeur assez limite fécale, c'est parce qu'en fait ce processus est très long. Nous on leur impose 6 jours de macération au grand maximum et il n'y a absolument pas d'odeur animalique. Quand notamment en Inde ils procèdent à la macération, eux ils font à peu près 7 semaines, 6 semaines à 7 semaines. Et alors c'est une odeur abominable, hein. Il y a des vers, il y a énormément de mousse, c'est rempli de bactéries. Et c'est de là d'où vient l'odeur animalique que certains utilisent dans le oud. Mais il faut savoir que cette odeur animalique, elle n'est absolument pas recherchée par les gens du Moyen-Orient qui utilisent le oud. Dans le Golfe, hein. Nous on travaille beaucoup pour le oud en tout cas avec le Qatar, notamment les pays du Golfe. C'est absolument pas une odeur qu'ils recherchent. Eux ils recherchent une odeur vraiment assez subtile, assez sucrée, assez suave, boisée, profonde. L'odeur animalique c'est beaucoup en Inde parce qu'ils veulent un rendement. En fait plus le copeau macère longtemps dans l'eau, plus au moment de la distillation qu'on va voir après, l'huile va s'extraire plus facilement. Il y aura à peu près 20% de rendement en plus. Selon la durée de la macération dans ce type de bac. Très important aussi, toutes les encens que vous voyez qui sont vendus dans des petits flacons, des petits pots qui sentent la rose, qui sentent les parfums, etc. En fait, ce sont les Indiens qui viennent acheter ça, les résidus, une fois que le oud a été distillé. Ils viennent acheter ça et ils le font tremper dans des huiles parfumées pour obtenir le bahour qu'on vend dans les supermarchés. Beaucoup de gens pensent que le oud a des facettes animaliques. Elles sont présentes effectivement dans certains ouds. Ces facettes animaliques sont apportées lors de la macération. Ça c'est un point vraiment très important. Il y a un enjeu très important qui se joue lors de la macération. En Inde notamment, et ça c'est beaucoup en Inde, c'est beaucoup pour le oud Assam, le oud indien, alors quel qu'il soit, alors Assam, Calakas, etc. Bangladesh aussi, les Bangladais font beaucoup ça. Alors pour avoir un rendement optimal, à peu près 20%, ils laissent tremper les copeaux plus de 6 semaines. C'est énorme, c'est-à-dire que le oud pourrit. Il y a énormément de microbes qui se forment et c'est de là que vient l'odeur animalique du oud. En vérité, c'est pas forcément une odeur animalique, c'est vraiment une odeur de putréfaction. Voilà, parce que c'est dans des bacs, comme on vous a montré dans notre reportage, et voilà, c'est laissé là pendant 6 semaines. Et voilà, la macération se crée, les bactéries et les microbes font que y ait une note animalique. Et d'ailleurs, certains parfumeurs occidentaux ne connaissent tellement pas le oud que quand ils reproduisent l'odeur du oud, ils ajoutent la note de civette. La civette, c'est une note très animalique, limite fécale. Alors ils l'ajoutent en reproduisant l'odeur du oud. Vous savez que les parfumeurs parfois reproduisent certaines odeurs en ajoutant, en faisant des mélanges de notes pour reproduire une autre note. Et alors ils ajoutent la note de civette. Il n'y a pas forcément, enfin il n'y a pas de facette de civette dans le oud. Le oud c'est un parfum très vert, très boisé, très profond, mais absolument pas animalique. Le oud, comme on l'entend dans la tradition arabe, hein, comme il est exploité, comme il est utilisé dans les pays du Golfe et chez les Arabes, parce qu'il faut aussi dire que le oud n'est pas utilisé que dans les pays du Golfe. On a des traces qui relatent que le oud a été exploité en Andalousie. Il est toujours exploité au Maroc, on appelle le oud al-Qamari. D'ailleurs, al-Qamar, c'est un des anciens noms du Moyen-Âge du oud. Et voilà, donc, les Arabes connaissent très bien le oud, on l'exploite depuis voilà, des millénaires. On a des traces de poèmes pré-islamiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait le oud il y a 1400 ans. Le oud n'est pas animalique, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Ce qui donne cette facette animalique, c'est la macération. Les Indiens le laissent macérer très longtemps, donc il pourrit. Il faut bien c'est une note très importante. Parce qu'en Occident, on connaît très peu le oud et on pense que le oud a des facettes animaliques, mais pas du tout. Ça, c'est un point très 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 important. Alors ici, ce sont les alambics où le oud est distillé. Donc après la phase où le oud est trempé de manière à ce que l'huile puisse s'extraire facilement. Donc ici, on les place dans les alambics. On les place dans ces alambics-là. Donc en dessous, on allume le feu. Et alors la vapeur remonte et l'huile et l'eau, donc un procédé chimique qu'on connaît, l'huile est plus léger que l'eau, donc l'huile reste toujours en haut et après on ouvre les vannes, on extrait l'eau et on récolte uniquement l'huile. Donc voilà,
ici. Donc là, on a extrait vraiment une toute petite quantité. Hein. Il faut savoir que les copeaux qu'on vous a montrés, il faut à peu près 50 kg pour avoir l'équivalent d'une tola. Une tola, c'est 12 ml. Donc pour avoir ça, il faut 50 kg de copeaux qu'on a vu macérer tout à l'heure. Vous voyez? Donc là, on a à peu près le résultat de quelques heures de macération. Il vient tout juste de sortir de la distillation, il a une odeur exceptionnelle. Là, je lui ai fait sentir notre oud à nous. Donc, il baigne dans le oud, hein. C'est quelqu'un vraiment qui travaille que dans ça. جرب. كيف smell? كويس جدا. Donc là, on va voir le morceau d'un grade extrêmement chargé en huile de oud. C'est vraiment un grade supérieur. Je pense qu'en oud, on ne peut pas faire plus que ça. C'est un underwater, c'est-à-dire qu'il est tellement chargé d'huile de oud que en fait, il coule dans l'eau. En fait, il ne flotte pas. Voilà, on commence à voir les bulles qui se forment. Donc toute l'huile qui est en train de sortir en fait. Là, il est tellement chargé d'huile que la fumée, elle ne vient pas tout de suite, elle vient après. Vous voyez? C'est exceptionnel. C'est très rare ça comme copeaux. Voilà, là la fumée commence à apparaître. Alors il y a énormément de facettes, il y a plus de 200 facettes olfactives dans le oud. Et là vraiment on a une explosion de senteurs finalement. Un bois très profond, un aspect un peu camphré, il y a des aspects un petit peu floral, patchouli. C'est exceptionnel, vraiment exceptionnel. Regarde les bulles. Tu vois les bulles? Magnifique. Ça c'est le oud qu'ils utilisent pour l'huile. On l'a mis en encens pour voir un petit peu le résultat. Et franchement, il est vraiment pas mal. Hein. Il est bien chargé quand même. هذا جيد والله كويس هذا والله كويس. Bon, il bout pas comme l'autre, vous voyez, mais vraiment ils sont très très bons. La différence entre l'autre oud qui est réservé à la fumigation, à l'encens, et celui-là réservé à la distillation, on voit que c'est pas du tout la même concentration, mais il y a une odeur exceptionnelle. Hein. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut 50 kg pour pouvoir obtenir 12 ml. C'est parce que c'est des zones de bois où il y a effectivement la sève qui est développée, mais pas au point où il y a vraiment des taches noires, et c'est ces zones-là qu'on utilise pour la fumigation. Mais l'odeur est exceptionnelle, hein, vraiment. Alors il existe un lien très ancien, très ancien entre les marchands arabes et ce pays, le Sri Lanka. On a des traces depuis l'Antiquité. Les Arabes venaient ici pour le commerce des épices, de la cannelle, des clous de girofle. Nous sommes allés visiter la première mosquée qui a été construite par les marchands arabes. Nous avons pu rencontrer l'imam de cette mosquée qui nous a un petit peu expliqué l'histoire des marchands arabes qui venaient ici pour les épices et qui ont apporté l'islam. En fait, il y a officiellement 10% de musulmans au Sri Lanka, mais je pense que dans les faits, il y en a beaucoup plus. Il y a énormément de musulmans, énormément de mosquées, et l'islam a été apporté ici par les marchands arabes, de même qu'en Indonésie, contrairement au christianisme qui a été apporté au Sri Lanka par la colonisation britannique. Donc souvent dans les médias, on nous relate que les musulmans apportent l'islam par la force. En tout cas pour le cas du Sri Lanka et pour le cas de beaucoup de pays d'Asie, c'est absolument l'inverse. Ce sont les marchands arabes qui ont apporté l'islam via leur relation avec les autochtones, et l'islam est très ancré ici au Sri Lanka et se développe grâce à Dieu beaucoup. مسجد إمام في هذا المسجد. نعم. الآن أنا في هذا المسجد 1 سنة موجود. نعم. قبل 1000 سنة نعم. جاءوا عرب إلى سريلانكا ليأخذوا بخارات. نعم. نعم. بعدين جاءوا إلى التجارة كمان. نعم. بعدين جاءوا إلى الدعوة الإسلامية. نعم. ما كانوا مسلمين في هذه الجزيرة. نعم. كانوا بوذيين. كانوا بوذيين. نعم. بوذيين الهندوسيين كمان. نعم. أول هذا أقدم هذه المسجد، أول مسجد في سريلانكا هذا المسجد، مسجد الأبرار. ما شاء الله. في هنا طريق شارع عربية.
اسمه شارع العرب. اسمه شارع العرب. طيب. عشان هم جاوا هذه من هذا من هذه الطريقة. من هذه الطريقة. والمسجد كم عمره؟ الآن الحمد لله 1120 سنة. 1120 سنة ما شاء الله. نعم. ورمم ممكن 3-4 مرات صح؟ نعم. نعم. رمم لكن هو عمره 120 سنة. 120 سنة. نعم. هذه المنبر هذه ما على طول هذا مكان موجود منبر. ويدخلون بوذيين وهندوس إلى الإسلام والنصارى. والله ما شاء الله. يأتون إليك ويسلمون. يأتون إلى المراكز. نعم. ويسلمون. يسلمون ما شاء الله. قبل شهر كانت سيول في سريلانكا. نعم. أي نعم. المسلمون ما شاء الله ساعدوا كثير كثير. هم شافوا ما شاء الله المسلمين كلهم طيبين، ناس طيبين. هم دخلوا الإسلام في هذه المكة بالتعامل الحسن. كما أتوا العرب بالتعامل الحسن بالتجارة وأسلموا السريلانكيين. حاليا السريلانكيين يدعون نعم البوذيين إلى التعامل الحسن ويدخلون في الإسلام. في حسن الخلق ما شاء الله. أي نعم ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. جزاك الله خير. بارك الله فيكم. Alors, nous sommes ici dans la mosquée El Abrar. Donc c'est la première mosquée qui a été construite ici au Sri Lanka. Elle date de 1120 ans, c'est très ancien. Elle a été construite par les premiers commerçants arabes, musulmans, qui sont arrivés ici pour le commerce des épices. Et on voit, la mosquée, elle a 1120 ans, donc elle a été refaite plusieurs fois, parce qu'il y a eu des tsunamis, il y a eu des tempêtes, etc. Mais le minbar ici, il est resté inchangé, que ce soit dans la forme ou dans la forme ici en bas, il est resté inchangé depuis 1120 ans. Voilà. Ici aussi, le minbar de l'imam, ça fait depuis la présence arabe qu'il est resté sous cette forme-là, précisément. Il est resté inchangé. Donc ils ont juste changé le carrelage et refait la peinture. Mais apparemment, c'est resté depuis l'époque des Arabes. Alors ici, on peut voir le cimetière, donc, le premier cimetière musulman du Sri Lanka, où il y a effectivement certains commerçants arabes venus du Yémen notamment, pour le commerce des épices qui sont enterrés ici. Donc le cimetière a le même âge que la mosquée, parce que quand ils sont arrivés, ils ont construit la mosquée et le cimetière qui est juste derrière, et voilà, il a 1100 ans, donc il y a forcément des anciens commerçants qui sont enterrés ici, ainsi que beaucoup de Sri Lankais musulmans qui sont du secteur et qui sont enterrés ici. Le cimetière est toujours actif actuellement. C'est une photo prise de la mosquée il y a à peu près 110 ans. Voilà l'aspect qu'elle avait. Donc elle a toujours été vraiment entretenue. On a toujours donné une importance particulière à cette mosquée du fait que c'est la première mosquée du Sri Lanka. Donc même il y a 100 ans, elle avait, machallah, un aspect particulièrement joli. Alors on finit avec ce magnifique coucher de soleil ici au Sri Lanka. Et on finit vraiment avec une information très importante. Saad El Hachimi est en train de travailler sur un parfum qui serait une reproduction d'un oud d'exception, un oud de grade AAA en huile bien sûr, mais on va le reproduire en parfum. Et comme vous le savez, comme vous l'avez expliqué, le oud a des facettes vertes, parfois mentholées, parfois camphrées, parfois les deux. Et nous avons souhaité ajouter avec cette composition qui sera travaillée autour du oud, la note de thé. Parce que c'est le pays du thé, le Sri Lanka. Et le thé est une note aussi très moderne qui apporte une espèce de clean scent avec des facettes assez herbacées. Et avec l'aide de Dieu, ce sera un parfum exceptionnel.